aborder un sujet qui est cher au cœur des Marseillais, de tous les Marseillais, le marégraphe. Et ses amis, l'association qui l'a repris en charge, vous savez que le comité du Vieux-Marseille s'est préoccupé très tôt de sauvegarder ce lieu. Et nous en sommes très heureux. Mais Monsieur Faure va nous expliquer tout cela et nous aurons certainement beaucoup de questions à lui poser à la suite. À vous. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très honoré de prendre la suite du président de notre association, M. Alain Coulon, qui était venu ici faire une conférence en 2015, il me semble. Et donc, je remercie le comité du Vieux-Marseille de nous donner l'occasion de présenter le marégraphe de Marseille, qui a une valeur absolument inestimable, autant en tant que bijou patrimonial, et puis maintenant, ce à quoi on ne s'attend pas, lorsqu'on parle de cela, de son implication dans les organisations internationales sur toutes les modifications du climat. Toutes, pas simplement le marégraphe. Mais nous ciblerons particulièrement le marégraphe de Marseille. Et c'est en ce sens qu'on vous présentera par la suite notre association. Alors, qu'est-ce qu'un marégraphe, tout d'abord? Alors, un marégraphe, eh bien, pour comprendre, il va falloir remonter un peu au latin et au grec. Alors, allons tout de suite sur le graphos, qui veut dire « j'écris, je décris ». Mais que décrit-il, le marégraphe? Eh bien, il décrit la marée, mais en latin, la mare, et non pas ce que l'on croit, le mouvement de la marée. Donc, le marégraphe, lui, il décrit la totalité du phénomène qui est le niveau de l'eau dans l'Anse Calvo, où il est situé. Pour ensuite préciser qu'est-ce que c'est que et qu'est-ce qui va mesurer plus spécifiquement, eh bien, vous avez un bâtiment que tout le monde connaît, j'espère. Ceux qui ne le connaissent pas, ils iront très volontiers faire un petit tour sur la corniche. Il fait très beau, il est bien situé, c'est un belvédère extraordinaire. Et ensuite, on appelle aussi, et bien sûr c'est le premier à être nommé, l'appareil pour mesurer le niveau de la mer. Vous avez là cet appareil qui est le marégraphe mécanique. Voici cet appareil. Nous allons avoir l'occasion de le décrire. Et c'est lui qui fait la renommée du marégraphe de Marseille, au-delà de ces bâtiments qui sont très bien construits. Vous avez ici, de ce côté-là, un autre système de mesure du niveau de la mer qui fait partie de l'évolution qui se sont déroulées dans les années 2000, d'autres méthodes de mesure du niveau de la mer. Nous allons en reparler. Alors, je vous parlais de la totalité de la mesure marégraphique, eh bien, parce que, tel que vous le voyez là, c'est le Vieux-Port. Certains d'entre vous l'ont certainement connu, et il fait la une de tous les journaux lorsqu'on est dans ce genre de situation. Alors, de connaissance globale, nous savons qu'en Méditerranée, les marées astronomiques liées au mouvement de la Lune sont de faible amplitude. Alors, comment expliquer que le Vieux-Port déborde? Ah, alors, je veux bien qu'il soit situé au pied de la Canebière, au pied de la rue Breteuil, qu'il soit situé aussi, qui ramasse l'eau de toutes les rues environnantes. Mais ça ne suffit pas.
Et c'est là qu'il faut chercher une deuxième explication. Eh bien, c'est la météo qui en est responsable. En effet, les variations barométriques sur la Provence peuvent passer de 985 hectopascales, qu'on appelait aussi millibars, à 1035. Vous voyez que ça vous fait 50 hectopascales de différence. Et cela correspond bien, à 50 cm d'eau. Sachant que lorsque on est en haute pression, voire en très haute pression, par exemple 1035, eh bien cette masse d'air empêche l'eau d'évoluer. C'est comme un couvercle que l'on met sur la mer. Par contre, lorsqu'on est en dépression très profonde, 985, c'est des choses qu'on trouve dans la mer d'Irlande, eh bien, à ce moment-là, le couvercle, vous soulevez le couvercle de la cocotte, eh bien, la mer monte. Vous ajoutez ça, la marée astronomique, et vous arrivez au 1 mètre à peu près d'élévation du niveau de la mer, et le vieux port déborde. Voilà quelles sont les conséquences. Alors, nous autres, nous allons nous intéresser spécifiquement, non pas à la marée astronomique, mais à l'ensemble. Nous autres, nous mesurons l'ensemble. Et pour continuer, on va regarder de quelle façon, actuellement, nous mesurons le niveau de la mer. Alors, soyons modernes. Parlons de l'altimétrie spatiale, qui va, vous allez voir, d'une certaine façon, nous rassurer. Vous allez voir. Ensuite, par les marégraphes. Alors, des marégraphes, il y a celui de Marseille, qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres marégraphes, en France, Brest en particulier, et nous y reviendrons aussi. Et ensuite, eh bien, on va dire que ces deux techniques sont très complémentaires, aussi bien dans la durée, qui appartient au marégraphe mécanique, celui qu'on a vu tout à l'heure, que dans la précision, qui va être donnée par l'altimétrie spatiale. Alors, le marégraphe, lui, maintenant, je vais développer mon propos en 3 parties. Après cette introduction, nous allons voir ce qu'est le bijou patrimonial et nous allons rentrer dans ces explications. En seconde partie, nous verrons comment les mesures modernes prises par les satellites et les divers autres moyens de mesure nous permettent d'être intégrés aux systèmes internationaux de relevés de données scientifiques. Et dans une troisième partie, pour, je dirais, vous donner les moyens de faire quelque chose, j'aimerais développer l'action des Amis du Marégraphe. Parce que c'est une bande de passionnés, et je suis sûr que vous trouverez des résonances avec ce que je vais vous raconter. J'en reviens au menu du jour. Alors, c'est un bijou patrimonial au sens, ici, déjà du bâtiment. On a voulu, en 1883, lorsqu'on a construit ces bâtiments, qui devaient abriter l'appareil marégraphique, on a décidé de faire quelque chose qui soit durable. C'est un beau bâtiment, tel que vous le voyez là. Il a 2 corps. Un qui abrite l'appareil marégraphique, c'est celui qui est ici. On va le trouver là. Voilà. Voilà, l'appareil y est abrité dans cette partie. Et derrière, là, le corps du gardien. Et les gardiens, il y en a 11 qui se sont succédés
entre 1883 et 1988. Ensuite, on parle de l'observatoire moderne qui va nous amener à parler des changements climatiques. Et puis là, vous voyez, ce que font les amis du marégraphe, vous reconnaîtrez peut-être ce monsieur. Voilà. C'était une autre conférence. Pour la suite, eh bien, nous allons parler de ce bijou patrimonial. Alors, vous avez là deux choses. Le bâtiment, je viens d'en parler. Et pour avoir cette vue, il faut que vous soyez sur la corniche, au niveau de la Villa Valmer. Vous traversez la chaussée et vous arrivez. Et c'est le seul endroit où on voit vraiment bien le marégraphe. Vous voyez, il faut que vous soyez situé ici, là. Et on reviendra sur le détail de la maçonnerie, qu'est-ce qu'il cache, et là où il abrite, on a vu, cette partie du bâtiment, où il abrite cet appareil absolument unique au monde. Unique au monde. C'est pas pensable, mais si. Et on va voir pourquoi. Que se passait-il avant que l'on décide de faire un marégraphe à Marseille? Eh bien, nous sommes dans les années 1877, exactement. 1877, c'est-à-dire 7 ans après la fin de la guerre de 1970. Et la prospérité revient dans les grandes puissances européennes de l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Hollande. Et à la suite de cela, une période de grands travaux va être lancée, mais de grands travaux non pas à l'échelle régionale, comme par exemple l'a pu être la menée de l'eau à Marseille en 1949, ici au Palais Longchamp. C'était énorme pour l'époque, énorme pour Marseille, qui n'avait pas d'eau. Mais ceci, c'est pour vous relativiser les travaux auxquels on va s'attaquer maintenant. C'est Charles de Freycinet, un ingénieur X-Mine, qui a supervisé la compagnie des chemins de fer du Midi, qui devient ministre des Transports, et qui va décider de la création de lignes supplémentaires de chemins de fer et de l'amélioration des voies navigables. Ça vous situe tout de suite quelle est l'ampleur de la difficulté. Même si le Palais Longchamp, il a fallu faire 87 km de galeries pour amener l'eau, vous voyez que lorsqu'on va passer au niveau des chemins de fer, on va être très très loin de ces distances et de ces difficultés. Alors, il faut savoir qu'une voie de chemin de fer a une pente admissible maximale à l'époque de 4 pour 1000, c'est-à-dire 4 mm pour 1 mètre. Voilà ce que ça fait, 4 mm sur 1 mètre. Vous voyez que très très faible, très très faible. Donc il va falloir avoir des nivellements, des opérations de nivellement qui soient très précises et qui soient sur de longues distances. Alors, il y a bien eu en 1857 et jusqu'en 1857, oui, et jusqu'en 1864, déjà un premier nivellement qui a été fait par Paul-Adrien Bourdaloue, qui était un conducteur de travaux remarquable, mettant en œuvre des technologies de nivellement et de mesure d'altitude
tout le monde a vu ce que font les géomètres, ces piliers là de couleur blanche et rouge avec ces visées. Eh bien, c'est avec ça qu'on va trouver les hauteurs des différents points du territoire. Et sauf que donc, les échelles de nivellement de Bourdaloue vont se révéler incompatibles avec la précision que l'on demande aux travaux futurs. Vous avez ici la première échelle de marée du fort Saint-Jean, et qui était située à cet endroit-là. Elle n'y est plus. Voici exactement où le pointeur, il travaille. Oui, il travaille de temps en temps. Bon, ben, il ne va pas sur l'écran. Désolé. Ah, si. Voilà. Alors ça va être là, ce sera plus simple. Voilà, le point de la flèche, ici. Voilà quelle était la position de cette première échelle de marée, une plaque de marbre qui était scellée dans le quai. Sauf qu'elle s'est cassée, on l'a reposée, précision vraiment faible, et de plus, qui ne recueille pas l'assentiment des assemblées internationales, elle sera du reste fortement critiquée, parce qu'elle est posée sur du poudingue. Et le poudingue, eh bien, ça gonfle et ça descend. Alors, que voulez-vous avoir de la précision lorsque votre point de repère n'est pas fixe, il est mobile? Et il faut savoir que la précision demandée à l'époque, c'est la précision du millimètre. Donc, pourquoi le millimètre? Simple. C'est la différence pour une goutte d'eau qui va passer d'un côté à l'autre. Donc, le fil d'eau, il faut qu'il soit mesuré au millimètre près. Alors, on va donc lancer des grands travaux, et pour cela, une commission est créée, et en 1880, Charles Lallemand prend la tête à sa demande de cette commission. Il lancera l'ardent défenseur et le maître d'œuvre tout au long de ce que dureront les années, ce qu'on appelle les années Lallemand. Alors, vous avez ici les bâtiments du marégraphe, et c'est pour illustrer ce qu'on dit d'un bijou patrimonial. Parce que vous avez d'autres marégraphes qui existent, je vous ai cité déjà celui de Brest, et on aura encore l'occasion d'en reparler. Vous voyez, il est dans un petit... ouais, quelque chose de léger. Hein. Enfin, l'essentiel, c'est que ça fonctionne, les mesures. Mais enfin, il n'a pas le côté architectural qui est celui d'une autre. Et vous avez par contre aussi donc simplement des mâts de transmission. Là, c'est un mât qui est sur l'île d'Aix, en Charente-Maritime, à proximité d'un fort que tout le monde connaît, c'est le fort Boyard. Ouais. Et donc, voilà ce qu'on peut trouver comme type de marégraphe. Alors, le marégraphe, lui, il est construit en 83-84. Les premières mesures auront lieu en 1885. Elles commencent instantanément. Les plâtres ne sont pas encore secs qu'on commence à faire fonctionner l'appareil mécanique. Et le but de tout cela, c'est d'obtenir le niveau zéro des altitudes françaises continentales, pour que l'on puisse ramener l'ensemble des points du territoire à un même référentiel qui servira en tous les points du territoire et non pas simplement à des référentiels locaux comme ont pu être utilisés précédemment pour simplement des adductions d'eau, pour des évacuations d'eau usée. Là, il suffisait de repères locaux. Alors que ce qu'on veut, c'est de grands travaux au niveau du territoire. Création de canaux, amélioration des canaux. Il aura fallu 12 ans de mesures, on rentrera dans des graphiques un peu plus loin,
pour stabiliser et voir quelle est l'évolution au-delà des quelques petits problèmes qui ont pu se greffer sur l'appareil marégraphique, sur le flotteur dans le puits, sur les précisions de mesure demandées, sur les ruptures de fil de traction entre le flotteur et l'appareil. Enfin, ce sont des choses qui ont demandé énormément de temps, mais au bout de 12 ans, on a décidé que l'on pourrait fixer, et j'ajouterai arbitrairement, parce que bon, il a fallu bien prendre une décision. On a dit au bout de 12 ans, on n'a pas arrêté le flotteur pour ça. On a dit 12 ans, on voit que la courbe tend vers cette valeur que l'on va décider d'être prise comme référence. Pour le marégraphe lui-même, ce qu'on va appeler le marégraphe mécanique, eh bien là, il est composé d'une première partie qui n'a pour l'époque rien d'extraordinaire. Eh bien écoutez, un pointeur, on va faire comme autrefois. Voilà. Le marégraphe mécanique, voilà cet appareil. Il marche à l'aide d'un contrepoids. C'est de l'horlogerie de très haute précision. Il contient à peu près 10 000 pièces. Il a été rénové dans les années 2018. Et il est formé d'un enregistreur. Là, vous avez deux stylets qui gravent du papier. Et vous avez là le relevé marégraphique sur un papier que l'on appelle marégramme. C'est là où on lit le niveau de la mer. Toujours pareil, marée, niveau global. Et alors, une première roue située sur la gauche, sur la droite ici. Ah, merci. 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 Et voilà, ici, cette première roue, sur laquelle court là le fil qui relie l'appareil au flotteur. Après, ici, une barre ici horizontale qui va transmettre le mouvement de rotation de cette poulie en mouvement horizontal. Et vous allez avoir ceci, désolé pour les yeux, vous voyez, je fais ça. Voilà ce qui se passe. Eh bien, on transforme un mouvement vertical en un mouvement ici horizontal et qui va donner ces lignes ici sur les marégrammes. Alors, il est en deux parties. Une partie est conservée à Marseille, une partie est envoyée à Paris. Et autre chose, ici, vous avez là une partie. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, pour le moment, on ne sait pas. On ne voit pas. Faites-moi confiance, ça vient. Vous avez là le relevé marégraphique, et là, vous avez des archives de rouleaux qui ont toutes été numérisées dans les années 2000. Alors, maintenant, regardons cette partie ici, cachée, celle dont je vous n'ai pas encore parlé. Là, cette partie. C'est ça qui fait l'innovation et qui fait que notre marégraphe est unique au monde. Parce que faisait-on autrefois? Eh bien, pour lire ces marégrammes, on utilisait ce qu'on appelle des planimètres, ce genre de roulettes qu'on faisait glisser sur le papier et qui, à l'aide de petits mécanismes, eh bien, donnaient des résultats. Parce que ce que nous cherchons, c'est le niveau moyen de la mer. Ce n'est pas le niveau instantané. Le niveau instantané, il serait donné à l'instant T par ces courbes en chaque point. Alors, ce que nous cherchons, c'est définir un niveau moyen. Et vous voyez que ce niveau moyen, si on était là avec les moyens du bord, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait une règle. On dirait, je vais la placer, est-ce que je vais la placer ici? Non, apparemment, je suis trop haut. Est-ce que je vais la placer là? Non,
assurément, je suis trop bas. Donc le niveau moyen, eh bien, c'est une droite qui passerait comme ça, là. Et on peut peut-être faire une comparaison avec une consommation moyenne d'électricité. Au-delà des pics de la machine à café, au-delà des pics du four, au-delà de l'absence de consommation, vous aimeriez peut-être savoir quelle est votre consommation moyenne électrique sur une semaine. Pas difficile. Vous allez au compteur, vous relevez le compteur, vous prenez éventuellement l'heure si vous voulez avoir juste par tranche de 24 heures, vous revenez une semaine après, vous relevez le compteur, et après une différence, vous divisez par 7 si c'est sur une semaine, et vous avez votre consommation moyenne, au-delà des pics. Eh bien, c'est exactement ce que va faire cette machine. Là, on a greffé, et c'est un ingénieur allemand, M. Ritz, qui invente en 1870 un système, en fait, qui existe déjà, qu'il a déjà utilisé pour mesurer le niveau moyen des mers, mais qu'il n'a pas greffé sur un appareil de ce type. Et c'est cette partie qui est totalement novatrice, qu'on n'a trouvé que sur 3 appareils à l'époque. Un a été fait pour Cadix, il a vite été détruit, tombé en désuétude. Un autre dans le port de Hambourg, sur l'île de Heligoland. Et là aussi, les mesures n'ont pas résisté. Je ne sais pas si les bâtiments n'ont pas été assez consistants. Toujours est-il que le marégraphe mécanique, et j'insiste, mécanique, c'est de l'horlogerie, eh bien, de Marseille est unique au monde dans cette conception. Pour avoir la même chose sous forme informatique, il faudra attendre les années 1970 avec les premières calculatrices graphiques. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Elles coûtaient fort cher, elles avaient 170 pas de programme, et il fallait les programmer à la main. Mais c'était des bijoux. Donc vous voyez, il va falloir attendre donc, quasiment une centaine d'années pour qu'on passe de cet calculateur mécanique aux calculateurs digitaux que nous avons. Voilà les... Alors, venons-en maintenant au compteur. Ce que je vous disais tout à l'heure pour votre compteur d'électricité. Vous voyez, ici, vous avez là, je reprends le détail, vous avez là cette barre qui est là, qui fait un mouvement horizontal, on dira de target, si vous voulez, de gauche à droite, en fonction du niveau de la mer. Et qui est renvoyé, ici, par un fin ruban de platine sur, ici, des roulettes. Et vous avez là, ici, les roulettes. Et l'innovation, c'est que l'on va transformer la hauteur, ici, de déplacement de la roulette en vitesse. C'est-à-dire, la variation de hauteur est importante, la roulette qui est là tourne fortement. Variation dans les deux sens. Que la hauteur soit croissante, c'est-à-dire que l'eau monte, ou qu'elle soit décroissante. Donc, la variation de vitesse des compteurs dépend uniquement de la variation du niveau d'eau. Alors, on a adjoint à cet appareil, au principe qui est là, pour la fiabilité de la mesure, on lui adjoint un deuxième jeu de roulettes, ici, qui va nous donner, sur un même intervalle de temps, un deuxième relevé. Pour des raisons évidentes de précision, eh bien, on fera la moyenne des deux, permettant ainsi de compenser les erreurs. Voici pour ce qui est absolument extraordinaire.
Alors, maintenant, nous passons à ce qui a été l'objet du classement du marégraphe bâtiment et appareil aux monuments historiques. Et c'est là qu'il faut que les Amis du Marégraphe, association très récente, datant de 1901, remercient chaleureusement le comité du Vieux-Marseille, parce que c'est à leur initiative, et non pas à l'initiative de l'IGN, à qui appartient le bâtiment, les appareils, etc., qui maintenant s'appelle Institut géographique national et forestière, on lui a ajouté forestière. Ce n'est pas l'IGN qui est responsable de ce classement. Donc, nos remerciements vont très largement au comité du Vieux-Marseille, mais on va en reparler. Comme on a vu qu'ils savaient bien faire, eh bien, nous allons à nouveau leur demander leur soutien pour faire un peu mieux. Voici maintenant, nous allons passer sur le marégraphe moderne et lui qui va nous amener à parler du changement climatique globalement. Mais le but de mon propos, c'est plutôt de le rapporter au niveau, variation du niveau de la mer à propos de nos installations, parce que le changement climatique relève de beaucoup de chapitres avec des gens très compétents, et nous sommes déjà très contents d'être associés à leurs travaux. En aucun cas, nous ne prétendrions nous mêler de tout. Faisons bien ce que nous savons faire. Alors, vous avez là, ici, le marégraphe moderne. On voit que sur le toit, vous avez une antenne, un relais satellite. Au passage, au fond, un petit clin d'œil à l'île Maire. Et ici, le massif de Marseille-Vert. Et pendant qu'on y est, un petit coup d'œil au Tiboulin de Maire. On est à Marseille, au Tiboulin. Voilà, alors, ici, vous avez des lectures de marégramme avec d'autres documents de laboratoire. Eh bien, ce marégraphe est lié, est intégré aux réseaux nationaux et internationaux. Ici, vous avez le système GLOS, qui est le Global Observing Satellite System, et vous avez tous les petits points qui sont ici, qui vous donnent les stations de relevé. Et ce sont ces systèmes qui se sont intéressés au marégraphe de Marseille. Ils sont venus nous voir parce que... Enfin, ils sont venus voir l'IGN, soyons honnêtes. Bon. Et très intéressés par la durée et la qualité des informations qui ont été fournies par ce marégraphe numérique, qui est révisé régulièrement, mais qui fonctionne depuis 130 ans. Et c'est absolument fondamental. D'autres services, en particulier le Permanent Service, vous m'excuserez, for Mean Sea Level, c'est-à-dire le service permanent pour la mesure du niveau moyen des mers, bon, qui gère le RONIM, c'est-à-dire ici le relevé d'observation du niveau de la mer. Vous avez là des observatoires tout au long du littoral français qui vont relever les niveaux locaux, enfin locaux au niveau continental. À ce sujet, un petit mot. Je vous ai parlé tout à l'heure de zéro des altitudes françaises continentales. Eh bien, ça signifie tout à fait que, par exemple, l'île de Beauté, qui est juste là, n'a pas le même référentiel que nous. Elle a un marégraphe dans la baie d'Ajaccio qui va permettre de faire le nivellement de base de toute l'île. Pour la petite histoire,
des pays qui n'ont pas d'accès maritime, je pense à la Confédération helvétique, eh bien, ils étaient bien en peine d'avoir un niveau zéro des altitudes continentales. Pourtant, le Matterhorn existe. Il faut bien calculer son altitude. Eh bien, cela est fait à partir du marégraphe de Marseille. On a fait un nivellement qui a amené les Suisses, la Confédération, jusqu'au Léman, et à côté du pont du Mont-Blanc, pour ceux qui connaissent, ils regarderont d'un nouvel œil deux rochers qui sont toujours sortis de l'eau, quel que soit le niveau du Léman, et que l'on appelle les pierres de Niton. Voici à quoi aussi peut servir, et moi je vous dirais, je suis très fier de dire que j'adore bien sûr la Suisse, mais qu'ils sont référencés par rapport à notre niveau de Marseille. Même s'ils n'ont pas fait la Coupe d'América à Marseille, ils sont obligés d'y penser. Petite remarque personnelle. Pour la suite, nous allons passer à la longueur et la cohérence du service fourni par Marseille. Vous avez là, ici, un relevé et avec des dates 1885-2020. 1885, c'est l'origine des mesures. 2020, c'est il y a 3 ans. Et là, vous avez la fiabilité de la mesure. C'est quand même assez extraordinaire. 97% de fiabilité. Alors, pour ces choses-là, eh bien, Marseille est reconnu au niveau donc, international pour la fiabilité de ces mesures. Et voici ce que donnent les relevés obtenus, les relevés moyens du niveau de la mer obtenus à Marseille par année. Alors vous voyez que on a dit 97%. Donc où sont cachés les 3% qui restent? Ah ben, vous en avez ici, là, une partie qui est aux alentours des années 50 pour des problèmes d'appareillage, de relevé. Ici, aux alentours des années 98, là, et on va en reparler pour des problèmes de changement. Et ici, ensuite, aux alentours des années 2010, là, où il a fallu faire une réfection de l'appareil. Au passage, on voit déjà l'évolution globale du niveau de la mer entre l'origine ici, 1885, et là, ici, les années 2020. Pour l'instant, je ne parlerai pas du niveau de crête qui est ici. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau moyen. Donc, avançons proprement. Alors, on a ici, par la suite, je vous ai dit que c'était un marégraphe sur lequel on avait greffé des instruments ultramodernes. Eh bien, on lui a greffé en 98 un marégraphe côtier numérique qui, lui, a commencé pendant quelques années à fonctionner en ondes acoustiques et qui a été changé 10 ans plus tard par un marégraphe côtier numérique, mais cette fois avec des ondes radar, beaucoup plus précises. Alors, quel intérêt d'avoir un satellite? Eh bien, on a ici, tout à l'heure, parlé de cohérence des mesures. On a le marégraphe mécanique qui fonctionne. Il est étalonné, il est vérifié, il fonctionne. On le remercie de ces 130 années de validité de mesure. C'est notre roc sur lequel nous nous appuyons. Sa continuité et sa qualité. On adjoint à cela, on a vu un marégraphe côtier numérique qui, lui, va nous donner, par un autre système radar,
la variation du niveau de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on mesure réellement? Parce que ces deux systèmes précédents, eh bien, ils mesurent la variation du niveau de l'eau, mais à partir de repères fixés dans le monument, dans le bâtiment. Que se passe-t-il si le bâtiment bouge? La Provence est une zone sismique. Que se passe-t-il de la validité des mesures? Eh bien, le satellite est là pour nous renseigner. Vous voyez, ici, question, est-ce que c'est la mer qui monte? La Terre qui descend? Le satellite va répondre, les satellites vont répondre à cette question. Eh bien, vous avez là, ici, depuis 1998 jusqu'à 2011, une partie de la variation verticale du rocher sur lequel est accroché le bâtiment du marégraphe. Alors, je vais, en regardant cette courbe, vous dire que les variations, alors vous m'excuserez, mais elles sont tellement fines que voilà, la variation verticale a été en moyenne là de 4 centièmes de millimètre par an à plus, au pire, 1/4 de millimètre par an. Souvenons-nous ce que nous cherchons. Nous cherchons la précision du zéro. Vous voyez que nous en sommes largement confortés. Le bâtiment ne bouge absolument pas. Je ferai une parenthèse, rapide, parce que je sens que je ne vais pas être à l'heure, sur les idées de l'époque 1870, 1880, quand on crée le marégraphe. Au départ, ils disent, on va mesurer le niveau de la mer pour savoir comment les mouvements terrestres vont se produire. Vous voyez, on est loin, très très loin, de cette quête originelle. Parce que nous autres, nous faisons des mesures très précises, et pour cela, il faut que le socle, lui, ne bouge pas. Donc nous, ce que nous allons mesurer actuellement, c'est bien la variation du niveau de la mer, et non pas la mer comme référence et la Terre qui pourrait bouger. C'est un juste retour des choses scientifiques. Alors, pour maintenant l'évolution du niveau de mer à Marseille, eh bien, vous voyez là, c'est la même courbe que tout à l'heure, sauf que ici, on va aller du niveau 0 au niveau maximum, moyen, qui sera actuellement de 18 cm. Mais cette moyenne ne veut strictement rien dire. Parce que c'est une moyenne. Et lorsque vous prenez deux personnes, une qui mesure 1,40 m, vous la mettez à côté d'une personne qui mesure 2 mètres, lorsque vous faites la moyenne, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Parce qu'à quelle hauteur on doit mettre le passage des portes? On n'y arrivera pas. Donc, la moyenne ne veut rien dire. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est l'évolution de ces niveaux moyens. Et vous les voyez, voilà l'évolution. Cette évolution qui était de l'ordre de 1 à 1,5 mm dans les premières années, jusqu'en 1950-60, eh bien, le climat s'emballe. La variation du niveau de la mer en est à plus de 3 mm par an et elle s'emballe. C'est ça le premier discours que nous avons, nous autres amis du marégraphe. Sensibiliser les gens à cela. Et là, il faut bien reconnaître que, puisque tout le monde a un œil sur les changements climatiques, il faut bien dire que les humains ont une grande responsabilité dans cette absence d'équilibre, dans cette modification, dans ce chambardement de l'équilibre. Alors, les conséquences et les actions à entreprendre,
eh bien, elles sont, ici, je citerai le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, qui, dès 1985, alertait l'opinion publique sur les futurs changements climatiques qui nous attendaient. Et tout le monde le sait, ils ont prêché dans le désert. Pendant 30 ans, on ne s'est pas du tout occupé de leurs recommandations. Et maintenant, ah ben, c'est la stupeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-il trop tard? Eh ben, dans un premier temps, ici, il va falloir s'adapter. Et, par exemple, s'adapter, ça, c'est le service d'assainissement de Marseille Métropole. Parce que le niveau moyen de la mer montant, les ouvrages d'évacuation des eaux, eh bien, vont laisser rentrer de l'eau salée, qui va perturber l'écoulement et qui est responsable des modifications biologiques sur les produits de traitement. Tout le monde passe à Marseille, sans le faire exprès, près d'une bouche d'égout. Et ça sent l'œuf pourri. Ben ouais. Ça sent un composé hydrogéné avec du soufre et pour lequel le CERAM essaie de faire tout ce qu'il peut. Alors, d'un autre côté, cette adaptation qui a permis de relever de 20 cm le niveau des écoulements, en particulier à Corsiou, là où se jette le grand émissaire, eh bien, cette adaptation ne suffira pas parce qu'elle sera reprise. C'est un peu comme ce qu'on entend actuellement sur nos chaînes d'information, ou pas plus tard que hier soir, Comment va la planète, avec les érodements des bords de mer et des falaises qui sont, comme les travaux de Sisyphe, à reconstituer, à reconsidérer régulièrement. Eh bien, par contre, cette adaptation ne suffira pas parce que même si on a décidé de faire de Marseille la région phare concernant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, si on n'a pas le soutien de la population, le soutien de l'ensemble des populations, eh bien, ça n'arrivera pas. Tout le monde doit être concerné. C'est en ce sens que, eh bien, notre association, eh bien, se mobilise et essaie de faire des zones et des systèmes de conférences ou de sensibilisation. Vous avez là, vous me permettez une seconde, j'ai très soif. Vous avez là, sur la photo de gauche, des photos prises lors de La Voix est libre. Vous connaissez sur la corniche, La Voix est libre le dimanche dans la journée entière. Eh bien, plusieurs associations se mettent devant leur site préféré. Ben, nous autres, c'est tout simple. C'est devant le Marégraphe, dans le petit virage là. Et ensuite, nous participons aussi à tout un tas de fêtes de la science, de sensibilisation dans les écoles, quel que soit le niveau. Nous sommes preneurs de toute invitation pour porter ce que nous pensions être la sensibilisation nécessaire. Alors, avant l'association, donc on en revient sur la création et le classement du Marégraphe, le bâtiment et l'appareil, au niveau des sites des monuments historiques, en 2002, je pense avoir révisé, je crois que c'était le 22 octobre 2002, mais pendant que je m'en souviens encore. 2002, une date à retenir. Voilà. Ensuite, là, on va passer à une autre
une autre partie de la valorisation. Vous avez là ce livre qui a été écrit par M. Alain Coulon, qui est le président fondateur, l'initiateur de cette association, et qui a écrit un livre. Alors, très bien, très documenté. Si vous aimez l'histoire de Marseille, c'est plein d'histoires de Marseille, des quartiers, du Vallon, tout ce qui a trait là, au centre, à cette partie centrale de Marseille. Et extrêmement documenté, pas seulement technique, mais aussi faisant vivre les gens qui ont participé, aussi bien les créateurs, les fondateurs, les ingénieurs et les personnels qui ont fait fonctionner le Marégraphe. Alors, ce livre, vous pourrez en avoir connaissance à la sortie. Et je vous dis, pour situer, pas son nombre de pages. C'est grand-chose, le nombre de pages. Je vous dis son poids. Il pèse 1,5 kg. Je l'ai pesé. Et c'est une mine, il est extraordinaire. Et il sert de référence dans tous les travaux qui sont faits à propos du Marégraphe de Marseille ou qui relatent les travaux du Marégraphe de Marseille. On cite ce livre de M. Alain Coulon, vous voyez, 130 ans d'observation du niveau de la mer. M. Coulon était ingénieur IGN et c'est comme cela qu'il a pu avoir accès à toutes les archives et tous les documents. Mais ça aurait pu être une thèse d'État. Voilà. Donc, pour vous dire le contenu. Alors, les Amis du Marégraphe, c'est une association qui a été créée en janvier 2021. Le Covid est passé par là. On aurait fait avant volontiers, mais comme beaucoup de choses, nous avons été retardés. Il a été créé par 17 fondateurs, dont je suis, mais je me suis jeté dessus, je vous dirais. Et aujourd'hui, nous avons plus de 120 adhérents. Et nous avons donc ici pour but de mettre en valeur, de promouvoir le renom et le rayonnement du Marégraphe de Marseille. Pour cela, nous avons cherché à avoir un site internet, nous sommes sur Instagram, un moyen de promotion, qui fonctionne très bien, il est très actif, 2 parutions par semaine. Ensuite, nous avons cherché dès l'origine à avoir des membres d'honneur, et nombreux sont de ceux-là qui nous ont répondu rapidement et avec enthousiasme. C'est un plaisir, c'est un devoir pour eux de rejoindre l'amicale, les Amis du Marégraphe de Marseille. Vous voyez, je vous laisse regarder, ils sont autant qualifiés scientifiquement que politiquement et même télévisuellement. Ensuite, nous avons plus de 40 partenaires aussi prestigieux les uns que les autres. Ici, vous avez bien sûr un de ceux qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est l'association francophone de topographie. Ensuite, l'Ordre des géomètres experts qui nous soutient fortement. Ensuite, des associations ou des parties de l'université. Le CHOM, le service hydrographique et océanique de la marine, et tout un tas d'autres sociétés tout aussi prestigieuses. Pour parler de nos moyens de promotion, un site internet sur Instagram, partie de gauche, et des publications régulières sur le site des Amis du Marégraphe de Marseille. Voici la lettre bi-hebdomadaire. Bimensuelle, pardon. Par quinzaine. Pour terminer les moyens, eh bien, pour nous faire connaître et pour surtout porter notre discours, notre connaissance, moi je suis ravi de voir du monde,
Mais ce qui m'intéresse, c'est que les idées progressent. Nous ne sommes que les messagers. Donc, conférences, stand informatif, lien avec leur milieu artistique. Alors, pour les personnes qui auraient le moindre doute sur les intérêts artistiques du Margrave de Marseille, venez faire un tour. Venez voir les terrasses. Venez voir ce que c'est. La poésie, la peinture, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous lâcher. Il est remarquable. Il est là. Il vous aspire, le Margrave. Et ensuite, eh bien, nous faisons des expositions. Nous en aurons une ici, entre la date, c'est début octobre. Je crois que c'est le 5 ou... C'est ça ? Du 5 au 30 septembre. Et ici, dans la bibliothèque de l'Alcazar. Et nous ferons des visites commentées. C'est déjà prévu. Alors, pour être aux dernières nouvelles des récompenses ou des satisfecit, eh bien, vous avez là un label tout nouveau, tout récent, qui vient de l'Organisation météorologique mondiale, qui salue les 100 ans de résultats d'observation, comme celui de Brest, ce que je vous disais tout à l'heure, on en reparlera. Voilà, nous sommes associés avec Brest dans ce genre de récompense, et cette récompense est bien sûr liée à ce que nous avons dit, la cohérence, la validité, la précision sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et transmettre ces documents qui permettent de comparer les évolutions dans l'ensemble des systèmes auxquels nous sommes reliés et qui vont, dans leurs conclusions, dans le même sens que les nôtres. Alors, ensuite, on a actuellement, je vous disais, le comité du Vieux-Marseille a fait beaucoup pour nous, on l'en remercie. Mais là, toujours pareil. L'IGN, ce n'est pas un foudre de guerre lorsqu'il s'agit de faire visiter son site. Nous ne pouvons pour l'instant que le faire visiter dans les jours des journées patrimoniales. Parce qu'il faut avoir un classement que l'on appelle ERP, c'est-à-dire établissement recevant du public. En particulier, il y a, normal, il faut que les sapeurs-pompiers viennent, qu'on dresse un état de jauge, capacité, risque, etc. Et on ne peut pas dire que l'IGN, quoi qu'on puisse en dire, ne peut pas dire qu'il se dépêche vraiment. Alors, nous avons l'appui de la mairie de secteur. Nous avons aussi transmis par l'intermédiaire de la mairie de secteur ce dossier à la mairie principale. Et j'aimerais que le comité du Vieux-Marseille nous appuie dans cette démarche pour que l'on puisse obtenir, dans des délais raisonnables, cette autorisation pour recevoir du public. C'est le principal frein aux visites actuelles du Margrave. Pour le visiter, vous pouvez, alors le plus simple et le plus pratique, c'est bien sûr de vous mettre sur le site des Amis du Margrave. Et pour l'instant, c'est les Journées du patrimoine. Inscrivez-vous et vous serez prévenus de l'ouverture des inscriptions. Désolé de dire ça. Mais toutes les dernières fois, nous avons fait, en mettant bout à bout tous nos moyens, tous nos conférenciers, tous des techniciens de l'IGN, et en mettant bout à bout ce qu'on a pu faire, on a pu faire 200 visites chaque fois. Sauf que il y avait plus de 2000 MP3. Et je suis profondément choqué de faire tant de gens qui sont déçus. Alors, écoutez, même si vous n'arrivez pas à obtenir une visite de cette façon-là,
venez faire un tour le samedi, il y a toujours des défections, quitte même à ce qu'elles se produisent, la défection, pour le dimanche. Des gens préviennent. C'est comme ça que j'ai pu faire ma première visite. Moi, je me dis, samedi, ah, désolé, cher monsieur, c'est tout fermé, on ne peut rien pour vous, etc. Mais, pour ça, il faut toujours essayer. Vous êtes intéressé, allez-y, essayez, faire un effort. Eh bien, on me dit, ah, mais j'ai peut-être une liste supplémentaire. Inscrivez-vous. Et c'est comme ça que cette liste supplémentaire m'a permis de le visiter le dimanche matin à 9h. Première visite. Il y avait 3 places. Voilà. Donc, l'occasion faisant le ronde. Alors, nous voici à la fin de notre exposé. Je vais vous remercier de votre attention. Voici des cartes postales que vous pourrez consulter là à la sortie. Et je suis bien sûr à nouveau amené à vous dire, venez nous rejoindre, nous ferons avec vous encore plus et certainement encore mieux, nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés. En vous remerciant de votre audition. Je vous prie de m'excuser pour avoir... Récapitulatif de la valeur historique, scientifique et culturelle actuelle du marégraphe. Je vais laisser la parole quelque temps au public. Est-ce que vous pourrez avoir un exemplaire de ce que vous avez évoqué pour les livres ou pour les cartes postales, oui, pour qu'au moins vous les montriez? Oui, veulent... c'est mes collègues mais qui sont venus me supporter gentiment, qui ont emporté tout ça. Merci. Donc on va laisser un petit peu parler le public. Oui, monsieur, vous avez un instant. Là, ce monsieur, non, derrière. Oui, j'avais lu quelque part que ces 18 cm d'élévation depuis 1880 étaient dus à la dilatation de l'eau. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, c'est en partie ça. En partie. Il y en a 18 cm, tel que l'on le dit maintenant, mais on n'ose plus. Vous avez compris qu'on est plutôt vers 20 que 18. Alors, je vous ai dit que le marégraphe, il mesurait le niveau global de la mer. Et en particulier, il tient compte de l'évolution thermique. Et vous savez que le CO2, qui est lui aussi lié à cette évolution thermique, est absorbé à 80% par la mer. La mer, elle en absorbe 80%. Et élévation de la température de la mer, qui, elle aussi, donc, va contribuer à l'évolution complète du niveau. Nous avons du reste une petite manipulation lorsque nous faisons dans les lycées, collèges ou conférences, une manip qui consiste à chauffer de l'eau et voir que, eh bien, la dilatation avec une paille, c'est tout simple. Vous voyez l'eau qui monte dans la paille. Ouais. Donc, le niveau de l'eau tient compte, entre autres, parce qu'après, il y a la salinité, il y a encore plein d'autres choses qui entrent en jeu. Les courants, plein d'autres choses. Ça va ? Voilà. Oui, je voudrais savoir si actuellement, vous utilisez toujours les enregistrements mécaniques ou si vous ne tenez compte que des enregistrements de satellites. Alors, le marégraphe mécanique fonctionne toujours, mais nous n'utilisons plus de marégramme. C'est-à-dire que la partie circulaire là, sur laquelle fixent ces rouleaux ne sont plus utilisés depuis 2000 environ. Et par contre, ce qui fonctionne toujours, c'est le calculateur. Et donc, c'est lui qui est notre référence. Donc, nous n'avons plus besoin des marégrammes parce que les méthodes de calcul du niveau moyen ont changé depuis 100 ans. Puisque grâce à cette partie ajoutée à l'appareil,
nous avons le résultat de votre compteur électrique, tel que je le citais tout à l'heure, de la même façon que nous pouvons avoir les résultats du marégraphe mécanique. J'ai répondu à votre question? Allez. Je vais prendre un coup. Vous avez évoqué le logis du gardien jusqu'en 1988. Oui. Alors. Et quel était le rôle des gardiens à cette époque et pourquoi s'en est-on passé Alors, aujourd'hui? écoutez, à l'époque, comme dans toute bonne administration française, je pense aux gardes-barrières, il n'y avait pas de système de sécurité, il n'y avait pas de système, il fallait qu'il y ait une personne qui, là, en plus, fasse des relevés. Donc, le gardien était chargé de l'entretien minimum, mais surtout, non pas de l'entretien de la machine, mais du relevé de la machine qui devait être fait à heure précise et du remonté des poids. C'est une horloge mécanique. Il changeait le papier tous les 15 jours, je crois. Voilà. Et oui, ce sont ces fameux rouleaux qu'on a vus là. Je dois pouvoir vous trouver ça. Hein? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On va le trouver. Voilà. Donc c'est cette partie. Pardon? Alors, oh là, c'est une histoire extraordinaire de trouver du papier à l'époque, donc 1885, pour faire ces enregistrements marégraphiques. Bon, vous savez maintenant, ça existe depuis longtemps, vous le savez, quand vous avez des barographes à bord des bateaux, vous avez un stylet qui griffe le bord d'un système enregistreur. Mais à l'époque, c'est tout nouveau, et ils ont cherché différents types de papier pour arriver, mais c'est une recherche très longue, pour arriver à trouver finalement un producteur de papier peint. Et c'est sur du papier peint qu'on a essayé d'abord de mettre des stylets qui écrivent. Mais la meilleure des façons, ça a été de noircir au noir de fumée des papiers de peint muraux pour leur qualité et ensuite de mettre des stylets sur les machines qui vont graver le niveau. Ça donnera des pointes très sèches et des niveaux plus facilement atteignables et lisibles. Alors, je me permets là une parenthèse. Bon, je ne veux pas me lancer dans la lecture de cet appareil. La nuit n'y suffirait pas. Le système des compteurs a largement amélioré la rapidité de la lecture du niveau moyen. Parce que les marégrammes tels que vous les voyez là-haut, cela prenait plus d'1 mois sur une certaine période, à 2 personnes se contrôlant, avec un petit appareil que l'on appelait planimètre, à suivre on dirait le bruit maintenant, lorsqu'on parle d'un enregistrement radio ou d'un enregistrement sono, on dirait enregistrer le bruit que l'on avait là-dessus pour faire un calcul de niveau moyen. Vous voyez que le marégraphe mécanique, là, avec ce planimètre adjoint calculateur en bout de panneau, est absolument remarquable. Monsieur le Président. Voilà, je voudrais rappeler quand même un petit peu comment s'est fait la protection et le rappel monument historique du marégraphe. Ça a été fait sous ma présidence du comité Vieux-Marseille au début des années 2000. Non, je suis très bien comme ça. Et ça a été l'objet d'un long combat.
ne faut pas s'imaginer que ça a été facile. C'est comme tous les classements qui ont été obtenus, souvent à l'arrache, avec l'État, avec les services de l'État. Et là, très curieusement, c'est les services de l'État qui nous ont demandé de faire le dossier au comité. À leur place. Et j'avais l'appui de la DRAC et de l'ABF de l'époque. L'ABF, c'est-à-dire l'architecte des bâtiments de France. Et nous avons fait le dossier. J'ai chargé le trésorier qui était le président en même temps de la commission patrimoine du comité, Gérald Dubousquet. Je voudrais rappeler sa mémoire, parce qu'il a fait un travail remarquable. Et il a fallu presque 2 ans pour arriver entre 2002 et 2004, pour arriver à ce classement. Et nous avions quand même l'appui de membres des diverses organisations de l'État. Vous savez qu'ils ont un devoir de... Comment dirais-je ? Oui. De faire fonctionner. De ne pas dire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de monter ce dossier. Et quand je vois ce qu'est devenu le Marigraphe et tout le travail que vous avez fait depuis, nous sommes très heureux d'avoir fait tout ce travail. Et je vous en félicite. Ouais, écoutez, monsieur le Président, merci beaucoup. Mais je crois que c'est une façon d'illustrer la conjugaison des moyens. Parce que j'espère que nous travaillons pour les générations futures. Parce que bon, les années 2050, c'est très bien pour nous. Volontiers, même, pourquoi pas 80, allez, espérons. Mais enfin, hein, pensons à transmettre. On a parlé de l'élévation du niveau moyen de la mer, Oui. mais on ne parle pas des baisses temporaires lors de grandes marées, qui sont assez spectaculaires. Ah, J'ai assisté, c'était en 58-59, c'est exact. j'étais en stage avec l'Institut océanographique de Marseille, à Bonifacio, en Corse. J'ai assisté à un phénomène absolument extraordinaire. Le niveau de la mer a baissé de plusieurs mètres en quelques dizaines de minutes et les bateaux se sont retrouvés accrochés au quai avec... Sur le flot. ou renversés, effectivement. On appelait ça une sèche. Et ça arrivait de temps en temps, en fonction des conditions météorologiques. Mais à Marseille, je l'ai observé plusieurs fois, lorsque j'habitais au Prophète. Mais au maximum, c'était 40 cm. Mais là, ça a été vraiment spectaculaire en Corse. Mais peut-être que ça vient de mouvements plus profonds et qui se répercutent à cet endroit-là. Oui, exactement. Je n'ai pas... J'écoute, j'apprends. Voilà. Enfin, c'est assez formidable à voir. Ah oui, actuellement, ce serait même inquiétant, parce que tout le monde a pris connaissance des dangers des tsunamis ou des effondrements sous-marins. Voilà. Oui. Et bien sûr. Et bien sûr. C'est un problème de vase communicant, disons-le simplement. Elle s'en va, mais tout ce qu'il y a autour, il revient. Et plus fort que ce qu'il est arrivé, parti. Oui, Alain. Oui. Le Bonifacio, c'est un cas particulier, puisque Bonifacio, c'est un détroit, et il peut y avoir un effet Venturi dans le détroit qui est lié à une baisse du niveau marin. Pas de tsunami, puisque tsunami, ça implique la tectonique, mais un phénomène de météorologie tout bête, hein. Haute et basse pression d'un côté à l'autre. N'oubliez jamais que tsunami ne s'applique normalement qu'à une vague tectonique. C'est un mot japonais qui veut dire raz de marée lié à un volcan, donc tectonique. C'est le géologue qui parle, excusez-moi. Mais vous avez là un de mes amis que je connais depuis très longtemps, on s'est connus dans d'autres activités, et qui est une référence en termes de géologie. Ah oui, Georges. Voilà, Georges Kouyomanzakis, qui a été enseignant
et qui est... Ah, d'accord. Oui. Bien, le marégraphe nous permet de déterminer le niveau zéro, au niveau de la mer. Mais après, bon, si on veut calculer des altitudes, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait faire des triangulations avec des visées, tout ça. Tout à fait. Mais alors, c'est pas très facile au marégraphe parce que derrière, il y a la falaise, devant, il y a la mer. Il n'y a pas grand-chose à viser depuis le marégraphe. Alors, comment on fait? Alors, écoutez, déjà, je vais prendre même le problème à la racine. Le niveau fixé par le nivellement l'allemand, donc l'ingénieur qui s'en est occupé, qui a été repris par la suite par le niveau IGN 69, est un rivet de bronze fixé dans une plaque de granit dans le sol de la salle souterraine à 1,661 m. Il est dans la salle souterraine, au fond du bâtiment. Il est à 1,661 m de l'eau. Eh bien, le premier repère utilisable est sur la margelle du marégraphe, à l'extérieur. Ces fameux repères, ces bornes rondes sur lesquelles il y a gravé un numéro qui permet de les retrouver et d'en avoir la description sur Internet. Vous voyez que le premier, là, et lui, il est à 11 mètres. Le premier problème consiste à sortir de la salle souterraine et à aller graver, instaurer dans un panneau immobile, ou supposé tel, un repère de nivellement. Donc là, après, eh bien, on va faire, je dirais, on commence, et là on touche au problème de nivellement, on commence par faire de grandes mailles sur un territoire qui pourrait être départemental. On va donc, par visée successive, faire, là, plusieurs relevés à l'aide de visées de report. Ensuite, il va falloir que les visées que l'on fait sur le département d'à côté, lorsque vous arrivez sur les bords, il faut qu'elles coïncident. Il ne faut pas que là, vous ayez, je ne sais pas, je vais vous dire, sur le Mont Com à Toulon, une certaine altitude au millimètre près, qui soit différente de la mesure faite de l'autre côté. Donc, et c'est comme ça, de proche en proche, on va sanctuariser un niveau de nivellement sur une grande maille que par la suite, on va encore dissocier. Voilà comment on reporte les niveaux de nivellement. C'est une technique tout à fait particulière et qui est bien sûr liée à l'activité des géomètres experts et de l'IGN, qui a un service national de nivellement. Et le nivellement est repris toutes les dizaines d'années à peu près. Il est réactualisé. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Non, monsieur, vous allez avoir des repères d'altitude, de l'autre côté du pont. Ensuite, vous en aurez de tous les endroits où, visuellement, on peut transporter une visée, même si elle est courte. Ah, mais c'est de proche en proche. Ah, mais heureusement, rendez-vous compte, c'est pas en Suisse, ils n'auraient pas de zéro. Je pense avoir répondu à votre question. Oui. Oui. Actuellement, tout le monde utilise un GPS, et le GPS va vous donner l'altitude. Dans les années précédentes, on utilisait les cartes, d'abord le plan directeur 20 millième dans les années 60, puis après les 25 et les 50. Je vous le repasse de suite. IGN. Ces cartes-là portaient des points cotés. Un point côté, je pense qu'ils ne m'entendaient pas aussi mal, mais bon. Un point côté, c'est la cote qui a été prise au cours du nivellement général. Donc chaque fois que vous arrivez sur un point côté, les points cotés, on les trouve sur les ponts, sur les églises, sur les mairies, sur tous les bâtiments. Si j'avais su qu'on parle de ça, j'aurais amené un point côté, j'en ai à la maison. On trouve sur tous les bâtiments publics, soit du nivellement général, soit il y a aussi des plaques, dans Marseille, où vous verrez des plaques en bronze, qui sont des plaques de nivellement municipal. Oui.
Celle du nivellement. Et puis après maintenant, c'est les rivets plantés à un coup de marteau, parce qu'on les enlève, on les change, on en fait 100 000 choses. Fut une époque donc où quand on arrivait sur un point côté, nous, géologues, on se trimballait avec autour du cou une boussole, une loupe, un altimètre. On recalait notre altimètre sur le point côté. Parce que chaque fois qu'on avait besoin de faire un levé, on avait besoin de l'épaisseur de nos couches. Et donc du bas au haut de la couche, il nous fallait une épaisseur. Une épaisseur, c'est une différence d'altitude. Exactement. OK ? Et comme la pression atmosphérique varie s'il fait beau ou s'il fait mauvais, vous pouvez passer 2 fois au même endroit, mais que s'il n'est pas à la même altitude. Exactement. Et au plus vous allez dans la journée, si vos pressions baissent, Alain sait de quoi je parle, si mes pressions baissent, c'est qu'il va faire mauvais. Donc il vaut mieux rentrer à la maison. Hein. Voilà. Tout ça, c'est... Actuellement, on a le GPS se dit, je suis 43 nord, à telle altitude. Oui, mais tant que ça marche. Oui, tout à fait. Tant que ça marche. La carte papier, elle ne se trompe jamais. C'est l'utilisateur qui se trompe. Non, mais les GPS que peuvent utiliser les randonneurs, je pense, là, pour savoir à quelle hauteur ils en sont, ils ne sont pas précis au millimètre, tels que les problèmes qui nous ont intéressés. C'est ça. Ça vous donne, quand vous randonnez 3 heures en montagne, vous n'êtes pas à 10 cm près. Oui, bien sûr. La même chose. C'est bien pratique, mais bon, vous dites, ce n'est pas les objets qui nous ont intéressés. D'autant plus que, s'il vous dit qu'il fait mauvais, ça, c'est la question barométrique qui entre en jeu. Bon, et tous les aviateurs qui sont ici, j'en connais plusieurs, ils savent bien que dans ces cas-là, eh bien, on est au-dessous de l'altitude réelle. Voilà. Et donc pas à l'altitude réelle. Voilà. Dans toutes les gares SNCF aussi. Mais bien sûr. Oui, mais pensez donc. C'est les voies ferrées, c'est le repère principal, et c'est là, pour cela, que ça a été fait, ce nivellement. Si bien que pour quelqu'un qui se promène, qui veut faire une promenade à pied ou en vélo, si vous arrivez à vous promener le long d'une voie ferrée, vous ne vous essoufflerez pas. Vous considérerez que la pente est quasiment nulle. Je ne parle pas, bien sûr, des trains à crémaillère. Courmayeur, c'est autre chose, d'accord ? Mais la voie ferrée normale, le train d'Épingle entre Colmar-les-Alpes et Nice, c'est de la voie ferrée normale. Voilà. Promenez-vous. Oui, je crois que c'est à moi. Bonsoir. Bon, après toutes ces questions savantes, je voudrais faire une petite remarque au ras de la mer. Oui. J'ai eu l'occasion de visiter le Marégraphe il y a une quinzaine d'années avec l'Office de tourisme de Marseille. Oui. Bon, bien entendu, on passait rapidement devant le lecteur et on descendait dessous au ras du niveau de la mer. Oui, dans le puits. On appelle ça le puits. Oui. Et là, on voyait... Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la chambre souterraine, et là où il y a le flotteur. Et alors, je vais peut-être revenir sur une première page pour vous situer, pour vous situer comment est pris l'eau. Vous avez ici, là, une entrée d'eau. Vous ne la verrez pas bien, mais je suis sûr que vous irez, la prochaine fois que vous passez sur la corniche, vous regarderez. Vous avez là une entrée en ogive. C'est l'entrée de l'eau, c'est l'entrée du puits de tranquillisation. Parce que ce qu'on veut mesurer, c'est un niveau moyen. Il faut que l'eau soit la plus tranquille possible. Vous avez vu, le marégramme, lui, il est déjà suffisamment bruité, compliquant largement les mesures et calculs, à l'époque, amélioré depuis, mais vous avez un puits de tranquillisation qui fait 8 mètres de long. Il y a des chicanes. L'eau est amenée à être freinée, non pas en hauteur, mais dans le flux, de façon qu'elle arrive tranquille, là, au niveau du puits. Qu'elle puisse être, que le flotteur
ne soit pas soumis à un mouvement vibratoire. À partir de là, on va pouvoir commencer à travailler correctement. Voilà la recherche du niveau moyen. Elle passe dans de l'eau tranquille. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question. Alors, j'ajouterai une merveilleuse chose dans cette salle, qui est qu'elle est desservie par un escalier en fer, en colimaçon, du genre Eiffel. C'est l'époque du fer triomphant. Et vous avez là, je pense, une échelle qui résistera à tout. Simplement, elle est peu pratique pour l'instant pour faire des visites. Et c'est en ce sens que nous pensons, comme pour la grotte Cosquer, faire une salle virtuelle au même endroit que Cosquer du reste, pour que les gens puissent visiter in situ la reproduction à l'identique de ce qui fait le cœur du marégraphe. Voilà. Ce serait une excellente idée. Parce qu'en l'état, effectivement, le public ne peut pas vraiment descendre. Voilà. L'escalier est un vrai bijou. Ah oui, vraiment, oui. Vraiment, il est à voir. Hein. Il est gratuit quand on peut y aller. Ouais. Alors, je suggère, puisqu'on est un peu pris par le temps, et on voudrait que le public puisse continuer à discuter avec vous et à regarder justement le livre dont vous avez parlé, voilà, qui est là, ainsi que les cartes postales. Donc, je vous encourage à venir voir le conférencier tout à l'heure et puis lui poser les questions que vous désirez. Oui, voilà, on vous remercie. Bon, merci beaucoup, madame, monsieur, dame. Merci beaucoup.